Je me réveillais tous les matins avec de la terre sur mes pieds et mon mari m'a fait croire pendant 15 ans que j'étais somnambule. Mais la vérité était bien plus sinistre que je ne pouvais l'imaginer. Bonjour mes chers. Je m'appelle Elisabeth Dumont, j'ai 72 ans aujourd'hui, mais je veux vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a très longtemps, quand je n'avais que 23 ans. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de laisser un pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. C'est toujours un plaisir de savoir d'où vous êtes. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est à faire frissonner. Elle raconte comment j'ai passé 15 ans de ma vie à croire que je devenais folle, alors qu'en réalité, j'étais victime d'un plan si diabolique que j'en ai encore des frissons quand j'y pense. Nous sommes en 1968, une époque bien différente d'aujourd'hui. J'étais une jeune femme fraîchement mariée, pleine de rêves, habitant une maison simple mais jolie à Lyon, en France. Mon mari Philippe travaillait comme agent de sécurité de nuit à la Banque de France. C'était un homme respecté de tous dans la ville. Grand, toujours bien habillé, avec des costumes bien repassés, les cheveux bien coupés. Un homme qui m'ouvrait la portière de la voiture, qui m'offrait des fleurs de temps en temps. Nous nous étions rencontrés à la messe du dimanche et nous nous sommes mariés après 1 an de fréquentation. Je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Tout a commencé un matin d'avril 1968. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis réveillée avec une sensation étrange. Vous savez, quand vous sentez que quelque chose ne va pas? J'ai regardé mes pieds et j'ai eu un choc. Ils étaient complètement sales de terre, les ongles tout noirs, le drap également taché. J'étais terrifiée. C'est alors que Philippe est entré dans la chambre avec une bassine d'eau tiède dans les mains. « Calme-toi, mon amour », m'a-t-il dit d'une voix si douce, si préoccupée. « C'est arrivé encore. Tu as eu un autre épisode de somnambulisme. » Je n'arrivais pas à comprendre. Somnambulisme. Je n'avais jamais été somnambule de ma vie. Du moins, pas que je sache. Philippe m'expliqua alors, tout en lavant mes pieds avec tant de tendresse, que je m'étais levée pendant la nuit et que j'étais sortie dans le jardin. Il m'a dit qu'il m'avait trouvée près du pommier, creusant la terre avec mes mains, comme si je cherchais quelque chose. J'ai essayé de te réveiller, mon amour, mais tu ne réagissais pas. Les médecins disent qu'il ne faut pas réveiller une personne somnambule. Alors je t'ai ramenée doucement au lit. J'étais confuse, effrayée. Je ne me souvenais absolument de rien. Comment aurais-je pu faire tout cela sans m'en souvenir? Le plus étrange, c'est que j'étais épuisée, comme si je n'avais pas dormi du tout. Mon corps me faisait mal, surtout les bras. Philippe a dit que c'était à cause de l'effort de creuser la terre. Ne t'inquiète pas, je vais prendre rendez-vous avec le docteur Martin. Il va t'aider. Le docteur Martin était le médecin le plus respecté de la ville. Cabinet sur la rue principale, toujours plein. Il nous a reçus dès le lendemain, grâce à l'insistance de Philippe. Il m'a examiné, m'a posé plusieurs questions et a confirmé le diagnostic. Somnambulisme sévère, probablement déclenché par le stress du mariage récent, du déménagement. Il a prescrit des calmants, m'a dit de les prendre avant de dormir pour me détendre et éviter de nouveaux épisodes. Philippe a tout noté avec tant de soin, a mis l'ordonnance dans son portefeuille. Il était toujours si attentionné, je me sentais si protégée avec lui. Mais les épisodes n'ont pas cessé en fait, ils ont commencé à se produire plus fréquemment. 2, parfois 3 fois par semaine, je me réveillais avec les pieds sales de terre. Et le plus étrange, c'était toujours les nuits où Philippe travaillait et rentrait à l'aube. Il disait qu'il me trouvait dans le jardin quand il rentrait, vers 4 heures du matin. Je commençais à être de plus en plus angoissée. Nous avons augmenté la dose des calmants. Philippe a acheté une chaise berçante à placer près de la fenêtre de la cuisine. Il disait que c'était pour que je me détende davantage pendant la journée, que ça m'aiderait à mieux dormir la nuit. Il préparait une tisane de camomille avec une poudre blanche que le docteur Martin avait prescrite. « C'est pour que tu dormes tranquille, mon amour », disait-il en m'observant boire chaque goutte. 6 mois plus tard, les symptômes ont empiré. En plus de la terre sur mes pieds, je commençais à me réveiller avec un goût métallique dans la bouche. Parfois, j'avais de petites coupures aux mains, des bleus inexplicables sur les bras. Philippe expliquait tout. J'aurais trébuché dans le jardin, heurté les branches basses du pommier.
toucher des objets pointus. « Je vais devoir commencer à t'enfermer dans la chambre, mon amour, dit-il un soir. C'est pour ton propre bien. J'ai peur que tu ne te blesses plus gravement. » Et ainsi commença une nouvelle phase de mon tourment. Philippe fermait la porte de notre chambre à clé quand il partait travailler. « Je laisse un pot de chambre sous le lit, au cas où tu en aurais besoin pendant la nuit. » Et il emportait la clé. « La fenêtre a des barreaux pour éviter que tu n'essaies de sortir par là pendant un épisode et que tu ne finisses par te blesser. » Je me sentais de plus en plus prisonnière, mais en même temps reconnaissante de sa préoccupation. Après tout, il voulait juste me protéger, n'est-ce pas? Et pourtant, je continuais à me réveiller avec de la terre sur mes pieds. Comment était-ce possible si j'étais enfermée dans la chambre? Philippe expliqua qu'il me trouvait en train de frapper à la porte, essayant de sortir, et que parfois il me laissait aller dans le jardin pour ne pas contrarier mon état somnambule, toujours sous sa surveillance. Les visites chez le docteur Martin sont devenues mensuelles. Il documentait chaque épisode dans un dossier épais, plein de notes. « La patiente présente un tableau de plus en plus inquiétant, » disait-il en écrivant de son écriture de médecin que je pouvais à peine lire. « Nous devrons envisager des traitements plus intensifs si cela continue à progresser. » Je pleurais désespérément, me demandant ce qui m'arrivait. Pourquoi ne me souvenais-je de rien? Pourquoi cela n'arrivait-il que lorsque Philippe était à la maison? Le médecin et mon mari échangèrent des regards préoccupés. C'est typique du somnambulisme de se produire quand la personne se sent en sécurité, quand elle sait qu'il y a quelqu'un pour s'occuper d'elle au cas où quelque chose arriverait, expliquait le docteur Martin. J'ai essayé d'en parler avec ma famille, mais Philippe trouvait toujours une excuse pour éviter ces conversations. « Ils ne comprendront pas, mon amour, ils vont s'inquiéter pour rien, nous allons résoudre ça entre nous. » Et moi, naïve, je le croyais. Après tout, quelle femme ne rêverait pas d'un mari si dévoué? Le temps passait et l'histoire de mon somnambulisme a commencé à se répandre dans le voisinage. Les gens me regardaient avec pitié, chuchotaient quand je passais. Certains ont même suggéré que je perdais la tête. Cela n'a fait qu'accroître mon isolement. J'ai arrêté de sortir de la maison, sauf pour aller aux consultations médicales, toujours accompagné par Philippe. En 1973, après 5 ans à vivre ce cauchemar, quelque chose de différent s'est produit. Je me suis réveillée avec une sensation étrange. En plus de la sensation déjà familière d'épuisement et du goût métallique dans la bouche, j'avais une douleur aiguë à l'index de la main droite. Quand j'ai regardé, j'ai vu une petite tache d'encre noire, comme si j'avais utilisé un stylo-plume. Ce même jour, Philippe est apparu avec un cadeau. Une nouvelle alliance, plus belle que l'original. « Pour célébrer nos 5 ans de mariage », a-t-il dit. J'ai trouvé ça étrange. Notre anniversaire de mariage était déjà passé depuis 2 mois et il ne s'en était pas souvenu à l'époque. Mais j'étais heureuse du cadeau, bien sûr. J'ai commencé à remarquer d'autres détails étranges. Philippe semblait toujours avoir de l'argent de reste, malgré le salaire modeste d'agent de sécurité de banque. Il a acheté une nouvelle voiture, un réfrigérateur, même un téléviseur. Des luxes que peu de familles de notre rue pouvaient se permettre. Quand je posais des questions, il disait qu'il avait fait des heures supplémentaires, qu'il avait reçu une augmentation, qu'il avait obtenu une gratification spéciale. « Ne t'inquiète pas de ces choses, mon amour. Tu as déjà tant de soucis avec ta santé. Laisse-moi m'occuper des finances de la maison. » Et ce fut ainsi pendant 5 années de plus. 10 ans au total à vivre dans ce cauchemar. 10 ans à me réveiller avec de la terre sur les pieds, avec le corps douloureux, avec la sensation de perdre la raison. 10 ans à croire que je devenais folle. Jusqu'à ce qu'un jour, désespérée, j'appelle ma sœur cadette. Sophie, nous étions très proches à l'adolescence, mais Philippe nous avait éloignés au fil des ans. Il disait qu'elle était une mauvaise influence pour moi, qu'elle me mettait des idées en tête. Mais ce jour-là, après avoir pleuré cachée dans la salle de bain, je l'ai appelée d'une cabine téléphonique près du marché. « Sophie, j'ai besoin d'aide. Je deviens vraiment folle. J'ai besoin que tu découvres ce qui m'arrive. » Ma sœur Sophie a toujours été la courageuse de la famille. Alors que j'étais la fille obéissante qui apprenait à broder et à cuisiner correctement, elle était celle qui grimpait aux arbres, qui affrontait les garçons de la rue, qui disait ce qu'elle pensait. Ce n'est pas pour rien que Philippe ne l'a jamais beaucoup aimée. « Une femme doit être réservée », disait-il. Mais à ce moment-là, j'avais justement besoin de ce courage
que seule ma sœur possédait. Au téléphone, d'une voix tremblante, j'ai tout expliqué à Sophie sur les épisodes de plus en plus fréquents, sur comment je me réveillais épuisée, avec de la terre sur les pieds, parfois avec des bleus sur le corps. Je lui ai parlé des consultations avec le docteur. Martin, des médicaments, des diagnostics de plus en plus sombres. Ça n'a pas de sens, Elisabeth, répondit Sophie, méfiante. Tu n'as jamais été somnambule de ta vie. Tu te souviens comment nous partagions la chambre chez nos parents ? Je l'aurais remarqué. Elle avait raison. Je n'ai jamais eu d'épisode de somnambulisme dans mon enfance ou mon adolescence. Pourquoi est-ce que ça commencerait comme ça, à 23 ans ? Je dois voir ça de mes propres yeux, dit Sophie. Je vais trouver un moyen d'observer ce qui t'arrive pendant la nuit. C'est alors que nous avons élaboré un plan. Philippe travaillait tous les mardis, jeudis et samedis pour le service de nuit à la banque. Sophie viendrait le mardi suivant et se cacherait dans le jardin derrière le pommier pour observer si je sortais vraiment somnambule de la maison. Pendant ce temps, je prendrais la tisane de camomille, comme d'habitude, mais je ferais semblant que tout était normal. « Fais attention à ce que tu bois », m'a averti Sophie. « Si tu sens un goût étrange dans la tisane, jette-la quand il ne te regarde pas. » Le mardi est arrivé. Philippe a préparé ma tisane comme d'habitude, en ajoutant cette poudre blanche qui, selon lui, avait été prescrite par le médecin. J'ai fait semblant de tout boire, mais quand il est allé aux toilettes, j'ai versé la tisane dans la plante du coin du salon. Je me suis couchée comme toujours, faisant semblant d'être de plus en plus somnolente. « Bonne nuit, mon amour », Philippe a murmuré, en me donnant un baiser sur le front avant de partir. « Dors bien. » J'ai entendu le clic de la clé tournant dans la serrure. J'étais enfermée, comme toujours. Je suis restée couchée, en silence, à attendre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être 1 heure, peut-être 2. Soudain, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre, des pas dans le couloir, la clé dans la serrure de la chambre. J'ai fait semblant d'être profondément endormie. J'ai senti la présence de Philippe à côté du lit, m'observant. Puis, quelque chose de froid a touché mon nez, une odeur forte, écœurante. J'ai essayé de ne pas réagir, mais c'était impossible. Ma tête a commencé à tourner. Mes membres sont devenus lourds. J'ai lutté pour rester consciente, mais l'obscurité m'envahissait. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. Je me souviens seulement de flashs confus, d'être portée, du froid sur la peau, de la terre sur mes mains, de la voix de Philippe au loin, me donnant des ordres. Creuse ici plus profondément. Prends ça. Ouvre. Quand je me suis finalement vraiment réveillée, j'étais de retour dans mon lit. Le soleil entrait par les fentes du rideau. Mes pieds étaient à propre. Philippe les lavait toujours avant de me remettre au lit. Mais il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Un petit morceau de papier plié sous mon oreiller. D'une main tremblante, je l'ai ouvert. Demain à 10 heures au marché. J'ai des photos. C'est pire que ce que nous imaginions. S. Mon cœur s'est emballé. Sophie avait vu quelque chose et, apparemment, quelque chose de terrible. Comment ferais-je pour sortir de la maison et la rencontrer ? Philippe me laissait rarement sortir seul. Heureusement, il était sorti tôt pour régler des affaires à la banque. Il a dit qu'il reviendrait après le déjeuner. C'était ma chance. Je me suis habillée rapidement, j'ai pris un peu d'argent que je cachais dans une boîte à biscuits pour les urgences et je suis sortie. Le marché n'était qu'à 3 pâtés de maison de chez moi. J'ai trouvé Sophie assise sur un banc, tenant un petit sac contre sa poitrine, regardant nerveusement autour d'elle. Quand elle m'a vue, elle a couru pour m'embrasser. J'ai senti ses larmes mouiller mon cou. « Elisabeth, tu dois fuir. Cet homme, il n'est pas celui que tu crois. » Nous nous sommes éloignés un peu de l'agitation du marché, nous asseyant sous un arbre sur la petite place. Sophie a alors ouvert son sac et en a sorti quelques photographies. C'étaient des images sombres, un peu floues, prises la nuit, avec un appareil photo simple, mais ce qu'elles montraient était suffisamment clair pour glacer mon sang. J'ai obtenu cet appareil Kodak Instamatic, prêté par mon beau-frère. J'ai économisé pendant des semaines pour acheter les pellicules et les développer. Je devais tout enregistrer, sinon personne ne nous croirait. Sur la première photo, Philippe me portait dans ses bras comme une poupée de chiffon, mon corps complètement inerte, ma tête tombant en arrière. Sur la deuxième, il me déposait sur le sol du jardin. La troisième le montrait tenant quelque chose contre mon nez,
Un chiffon, peut-être. La quatrième? La quatrième était la pire. Moi, à genoux dans la terre, creusant avec mes mains tandis que Philippe tenait ce qui semblait être un petit coffre métallique. Mes yeux étaient ouverts, mais vides, le regard de quelqu'un qui n'est pas vraiment là. « Je t'ai observé pendant 3 nuits consécutives », Sophie expliqua, d'une voix basse et urgente. « C'est toujours le même rituel. Il arrive vers 3 heures du matin, pas à 4 heures, comme il te le fait croire. Il entre dans la chambre, met quelque chose sur ton nez pour te laisser dans cet état étrange, mi-éveillé, mi-endormi. Puis il te porte jusqu'au jardin. Tu obéis à tout ce qu'il ordonne, comme si tu étais hypnotisé. Creuse ici, prends ça, ouvre ce coffre. » Ma tête tournait, essayant de traiter ces informations. Ce n'était pas du somnambulisme, c'était quelque chose de bien pire. Qu'est-ce qu'il me faisait ouvrir? De petits coffres métalliques enterrés à différents endroits du jardin. Tu les ouvres. Il en sort quelque chose. Ça ressemble à de l'argent, des documents, je n'ai pas pu bien voir. Et ensuite, il les enterre à nouveau, toujours à des endroits différents. Et le plus étrange, il prend des photos de toi pendant tout le processus et te fait signer des papiers. Je me suis soudain souvenu de la douleur au doigt, de la tache d'encre. J'avais vraiment signé quelque chose. Nous devons découvrir ce qu'il manigance, dis-je, la détermination grandissant au milieu de la peur. Nous devons le prendre en flagrant délit. Mais comment? Philippe était prudent. Il fermait les portes, les fenêtres, contrôlait chaque aspect de ma vie. « Le chiffon sur ton nez, » dit Sophie. « J'ai pu voir de plus près la 3e nuit. Il l'imbibe d'un liquide d'un petit flacon. À l'odeur forte quand je suis passé près, ça ressemble à de l'éther. » De l'éther. Le même utilisé dans les hôpitaux pour l'anesthésie, disponible en pharmacie à cette époque, sans beaucoup de restrictions. Cela expliquait le goût métallique dans la bouche, la sensation d'épuisement, les trous de mémoire. Maintenant, je comprends pourquoi il insistait tant avec cette tisane. Il me droguait 2 fois. D'abord avec la poudre dans la tisane pour me rendre somnolente et vulnérable, puis avec l'éther pour me mettre dans cet état de somnambulisme induit. Mon esprit courait, reliant les points. L'argent supplémentaire qui apparaissait toujours mystérieusement, les coffres enterrés, les signatures. Mon Dieu, Sophie, je crois qu'il vole la banque et m'utilise pour cacher l'argent. Et pire, il me fait signer des documents. Si jamais il découvre, toutes les preuves vont me désigner. Le plan était parfait, diabolique, mais parfait. Si les vols étaient découverts, toutes les preuves indiqueraient que j'étais la coupable. Mes empreintes digitales sur les coffres, mes signatures sur les documents, et le meilleur, j'aurais une excuse toute prête. J'étais somnambule. Je n'étais pas consciente de mes actes. Je ne me souviendrais de rien. Je pourrais même plaider la folie. « Nous avons besoin de plus de preuves, » dit Sophie. « Nous devons découvrir où sont tous les coffres, ce qu'ils contiennent, quels documents tu signes. » Et le docteur. « Martin, est-ce qu'il est au courant? Ou est-ce qu'il est aussi trompé? » « Je ne sais pas, mais je soupçonne qu'il est complice. Réfléchis. Quel médecin diagnostique un somnambulisme sans faire d'examen plus détaillé, sans suggérer de consulter d'autres spécialistes? Et cette fameuse poudre qu'il a prescrite? Je parie que c'est une sorte de sédatif puissant. » Sophie avait raison. Tout indiquait que le docteur Martin faisait partie du stratagème. Il recevait probablement un pourcentage pour fournir de faux rapports médicaux, des médicaments contrôlés. Que va-t-on faire maintenant? D'abord, tu ne vas plus rien prendre de ce que Philippe te donne. Nous allons faire semblant que tout est normal pendant que nous recueillons plus de preuves. Je vais continuer à observer et à photographier pendant quelques nuits de plus. Et nous devrons découvrir où sont ces coffres. Comment vais-je creuser dans tout le jardin sans qu'ils s'en aperçoivent? Tu ne le feras pas. Nous allons attendre qu'ils partent travailler pendant la journée. Ils passent toujours à la banque le lundi matin, n'est-ce pas? Nous profiterons de ce moment. Je vais t'aider. Et c'est ce que nous avons fait. Le lundi suivant, dès que Philippe est parti, Sophie est venue avec une petite pelle de jardinage. Nous avons commencé à creuser aux endroits qu'elle avait vus les nuits précédentes. Nous n'avons pas eu à chercher beaucoup. Nous avons vite trouvé le premier coffre enterré à environ 30 cm de profondeur près du citronnier. C'était une petite boîte métallique de la taille d'un gros livre. Elle était verrouillée. Comment allons-nous l'ouvrir? Sophie a souri,
sortant un petit trousseau de clés de sa poche. J'ai fait des copies de ces clés pendant qu'il dormait la nuit dernière. L'une d'elles devrait marcher. La troisième clé a ouvert le coffre. À l'intérieur, nous avons trouvé des liasses d'argent, des francs en billets de différentes valeurs, de petits paquets organisés par date, toutes notées au crayon sur un morceau de papier. Et plus troublant, une photo de moi les yeux ouverts, mais vides, tenant cet argent même. Au dos de la photo, la date, 12 juin 1973. Et une note. Confirme avoir reçu 5 000 francs en espèces. En dessous, une signature. Ma signature. Mon Dieu, Sophie, il me fait confirmer la réception de l'argent volé. Nous avons continué à creuser. Au cours de cette journée et des suivantes, toujours quand Philippe était absent, nous avons trouvé 5 autres coffres. Tous suivaient le même modèle. De l'argent, des photos, des notes avec ma signature. Au total, plus de 60 000 francs. Une fortune pour l'époque. Il doit y en avoir plus, dit Sophie. Il fait ça depuis 10 ans. Il doit y avoir beaucoup plus d'argent caché. Et il y en avait. Nous avons trouvé d'autres coffres dans la cave, derrière des briques descellées dans le mur, sous le plancher. Chaque découverte rendait le scénario plus terrifiant. Au final, nous avons trouvé 12 coffres, contenant environ 180 000 francs en tout, mais la découverte la plus troublante était encore à venir. Dans le double fond de l'armoire, caché sous des piles de couvertures, nous avons trouvé un gros cahier à couverture rigide. Sur la première page était écrit en lettres soignées « Dossier médical Élisabeth Dumont ». Ce n'était pas un vrai dossier médical, c'était un journal détaillé tenu par Philippe, documentant chaque épisode de somnambulisme, date, heure, description minutieuse de ce qu'il me faisait faire, des photos, des dizaines d'entre elles, toutes soigneusement collées et datées. Moi salle de terre, moi signant des papiers, moi les yeux ouverts, mais complètement ailleurs. Et plus encore, des coupures de journaux sur des cas de folie temporaire, des notes sur la façon dont ce type de défense fonctionnait dans les tribunaux, une liste d'avocats spécialistes des maladies mentales. « Il ne t'utilise pas seulement pour cacher l'argent », Sophie murmura, horrifiée. « Il construit tout un dossier pour t'incriminer si quelque chose tourne mal, ou pire, pour te faire interner dans un asile si tu commences à avoir des soupçons. » À chaque nouvelle découverte, le trou semblait se creuser plus profond. En feuilletant ce cahier, nous avons trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans les dernières pages, agrafées et un peu jaunies par le temps, il y avait des coupures de journaux datées de 1967, un an avant mon mariage avec Philippe. Le titre de l'une d'elles disait « Décès de l'épouse d'un employé de la Banque de France après une longue maladie mystérieuse ». La photo montrait Philippe plus jeune, le visage sérieux, à côté d'un cercueil. Marie-Hélène, c'était son nom, la première épouse de Philippe. Le journal disait qu'elle souffrait de troubles neurologiques non diagnostiqués depuis environ 3 ans, qui incluaient des épisodes de comportement erratique nocturne, semblables au somnambulisme. Il disait aussi qu'elle avait été trouvée morte dans son lit, apparemment de cause naturelle, morte à 27 ans. Après 3 ans souffrant des mêmes symptômes que je présentais depuis 10 ans. « Il l'a déjà fait avant », ai-je murmuré, la voix brisée par la terreur. « Et cette femme est morte, Sophie. » Ma sœur a serré mes mains tremblantes. « Mais tu n'auras pas le même destin. Maintenant, nous connaissons la vérité. Nous pouvons l'arrêter. » Une autre coupure apportait une petite note sur les funérailles de Marie-Hélène, célébrée au cimetière municipal. Et le plus troublant, une photographie qui montrait Philippe aux côtés d'une femme qui, je dois l'admettre, me ressemblait un peu. Cheveux foncés à hauteur des épaules, grands yeux, visage rond. « Il a un type », commenta Sophie, horrifiée. « Et tu y corresponds parfaitement. » Une troisième coupure, datant de seulement 2 mois après le décès de Marie-Hélène, annonçait les fiançailles de Philippe avec Élisabeth Dumont, fille d'une famille respectée de la ville voisine. Cela expliquait la hâte avec laquelle Philippe m'avait courtisée, l'insistance pour un mariage rapide. Mon Dieu, Sophie, nous nous sommes rencontrés seulement 3 mois après sa mort. Il m'observait déjà, il me choisissait comme la suivante. En poursuivant notre enquête, nous avons trouvé quelque chose de plus troublant encore, caché dans la doublure d'une vieille valise au grenier. Un paquet scellé contenant ce qui semblait être le dossier médical de Marie-Hélène. Pas un faux comme le mien,
mais de vrais documents hospitaliers avec un en-tête officiel. Apparemment, Philippe les avait volés ou obtenus d'une manière illicite. Les documents révélaient que Marie-Hélène était décédée avec des niveaux alarmants de sédatifs dans le sang. Le médecin légiste avait noté à la main « possible usage prolongé de barbiturique, envisager une enquête plus approfondie ». Mais pour une raison quelconque, cette enquête n'a jamais eu lieu. L'affaire a été classée comme mort naturelle. Il l'a tuée, Sophie. Il a tué sa première épouse de la même façon qu'il essaie de me tuer, lentement, avec des drogues, en me faisant paraître folle ou malade. Dans le même paquet, il y avait quelque chose de plus révélateur encore, une lettre de mutation de la Banque de France, montrant que Philippe avait été transféré de Marseille à Lyon juste après la mort de Marie-Hélène. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une fuite. Fuite d'une enquête qui aurait pu avoir lieu s'il était resté dans la même ville. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment l'aurais-je pu ? Couché dans le même lit à côté de l'homme que je savais maintenant être non seulement un voleur, mais probablement un assassin. Le même homme qui avait tué sa première épouse respirait maintenant tranquillement à côté de moi. À chaque inspiration, j'avais l'impression de compter les minutes de ma propre vie. Nous avions besoin d'un plan. Nous ne pouvions pas simplement fuir. Philippe avait de l'influence dans la ville, des amis dans la police. Il dirait que je délirais, que mon état mental s'était aggravé. Et il y avait toutes ces preuves incriminantes contre moi, les photos, les signatures, l'argent avec mes empreintes digitales. Le lendemain matin, Sophie et moi nous sommes à nouveau rencontrés au marché. Nous avons décidé d'enquêter plus profondément sur les vols. Si nous pouvions prouver que Philippe volait la banque, peut-être pourrions-nous faire en sorte que les autorités nous écoutent pour le reste. Sophie avait un ami qui travaillait à la poste, près de la Banque de France. Par son intermédiaire, nous avons découvert que les sacs d'argent arrivaient tous les mercredis, passant par la sécurité de nuit, exactement le service de Philippe. En tant qu'agent de sécurité, il avait accès aux clés, aux coffres temporaires, où l'argent restait avant d'être déposé dans les grands coffres principaux le lendemain matin. Le stratagème est devenu clair. Philippe détournait de petites sommes de chaque sac. 500 francs à la fois, des montants qui ne seraient pas immédiatement remarqués lors d'un comptage rapide. Au fil de nombreuses années, ces petits détournements ont totalisé une fortune et j'étais l'alibi parfait. Si un jour il était pris, il dirait que moi, dans mes épisodes de somnambulisme, j'avais volé ses clés et fait les détournements à son insu. Il y avait même des photos et des documents pour le prouver. Au cours des semaines suivantes, nous avons continué à recueillir des preuves. Sophie a réussi à photographier les coffres, l'argent, les documents incriminants. Nous avons aussi découvert que le docteur Martin recevait 200 francs par mois de Philippe, notés méticuleusement dans un petit livre de comptabilité caché sous une planche détachée dans le bureau. En échange, il fournissait les faux rapports médicaux et les ordonnances pour les médicaments qui me maintenaient sous sédation et vulnérable. En mars 1983, 15 ans après le début de mon cauchemar, quelque chose d'inattendu s'est produit. La banque a annoncé un audit interne. De nouveaux ordinateurs IBM avaient été installés et tout le système financier serait révisé. Philippe est devenu visiblement nerveux. Il a commencé à agir étrangement, brûlant des papiers dans le jardin la nuit, passant des appels à voix basse quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. « Nous devons quitter la ville, pour un moment », me dit-il un soir. « Voyager, changer d'air, ce sera bon pour ta santé. » J'ai immédiatement compris. Il prévoyait de fuir. L'audit découvrirait les détournements et il devait disparaître avant cela. Mais je n'irai pas avec lui. Je ne serai pas sa complice forcée, ni sa prochaine victime. Ce même soir, fatigué de faire semblant, d'avoir peur, de vivre dans ce cauchemar interminable, je l'ai confronté. C'était la première fois en 15 ans que je l'affrontais vraiment. Je sais pour les coffres, Philippe. Je sais pour l'argent volé. Je sais pour Marie-Hélène. Son visage s'est transformé. Le masque de Marie préoccupé et aimant est tombé instantanément, révélant quelque chose de froid, calculateur, presque inhumain. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Elisabeth. Tu délires encore. Je pense que je vais devoir augmenter ton médicament. Son ton était calme, mais ses yeux étaient différents. Pour la première fois,
J'ai vu le vrai Philippe là, et c'était terrifiant. Je ne délire pas. Je sais que tu me drogues depuis des années. Je sais pour les taire. Je sais que tu me fais creuser et déterrer l'argent que tu voles à la banque. Je sais que tu me fais signer des documents quand je suis inconsciente. Il a pâli, a fait un pas vers moi. Instinctivement, j'ai reculé. Qui t'a dit ces choses? C'est ta sœur fouineuse, n'est-ce pas? Elle a toujours voulu nous séparer. Elle met ses idées folles dans ta tête. Personne ne m'a rien dit. J'ai découvert toute seule. J'ai trouvé les coffres, l'argent, tes notes. Son expression a changé à nouveau. La panique initiale a cédé la place à quelque chose de plus calculé. Élisabeth, mon amour, tu es confuse. Ce sont les délires. Le docteur Martin m'a prévenu que cela pourrait arriver, que tu pourrais commencer à avoir des idées paranoïaques. Faisons ceci. Tu prends ton petit médicament maintenant, tu te reposes et demain, nous en parlerons mieux. Il s'est dirigé vers la cuisine où il gardait les médicaments. J'ai profité du moment et j'ai couru jusqu'à la chambre. J'ai pris la petite valise que j'avais préparée secrètement avec quelques vêtements et les preuves les plus importantes que nous avions recueillies. Quelques photos, le faux dossier médical, les coupures sur Marie-Hélène. Quand je suis revenue dans le salon, Philippe était debout à la porte de la cuisine, tenant un verre d'eau et quelques comprimés. Son regard, en voyant la valise dans ma main, s'est assombri. « Où penses-tu aller ?»« Je m'en vais, Philippe. C'est fini. » Il a lâché le verre qui s'est brisé sur le sol. En 2 pas, il était devant moi, saisissant mon bras avec assez de force pour laisser des marques. « Tu ne vas nulle part. Tu es malade. Tu ne vois pas? Tu as besoin de moi. Tu as toujours eu besoin de moi. Lâche-moi. Et que vas-tu faire? Raconter tes histoires folles partout? Qui va te croire, Élisabeth? Une somnambule? Une femme mentalement perturbée? Contre moi? Un employé respecté de la banque? J'ai des rapports médicaux de plusieurs années prouvant ton état. J'ai le docteur Martin. J'ai des amis dans la police. Tu n'as nulle part où aller. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. La peur qui m'avait paralysée pendant des années a cédé la place à une colère intense, primordiale. D'un mouvement brusque, je me suis libérée de son emprise. Je vais tout raconter sur les vols, sur la façon dont tu me drogues, sur la façon dont tu me fais signer des documents, sur Marie-Hélène. En entendant son nom, Philippe s'est figé. Ce n'était qu'une seconde, mais c'était suffisant. J'ai vu que j'avais touché à quelque chose qu'il craignait. Que sais-tu de Marie-Hélène? Je sais qu'elle est morte mystérieusement après avoir présenté les mêmes symptômes que moi. Je sais que tu as déménagé ici juste après. Je sais que tu t'es marié avec moi seulement 3 mois après sa mort. Il a avancé de nouveau, mais cette fois j'étais préparée. J'ai esquivé et j'ai couru vers la porte. J'étais presque à la poignée quand j'ai senti ses mains dans mes cheveux, tirant fort, me traînant en arrière. « Tu ne vas pas tout gâcher », a-t-il grogné avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. « Pas après tant d'années, pas quand nous sommes si proches. » Proches de quoi? De quitter ce trou perdu. J'ai assez d'argent maintenant. J'ai tout planifié. Nous allons à l'étranger commencer une nouvelle vie, juste toi et moi. Comme tu as fait avec Marie-Hélène. Son visage s'est contracté en un masque de fureur. Marie-Hélène était faible. Elle ne pouvait pas suivre des instructions simples. Elle posait trop de questions, remettait trop en question. À la fin, c'était mieux ainsi. Un aveu. Il était là enfin, l'admission de ce que je craignais le plus. Philippe avait vraiment tué sa première épouse et maintenant il prévoyait de fuir avec moi, ou peut-être, si je ne coopérais pas, de m'éliminer aussi. Utilisant toute la force que j'ai pu rassembler, je l'ai poussé avec l'épaule, le faisant perdre l'équilibre et heurter la table. La lampe est tombée, se brisant sur le sol. J'ai profité du moment pour courir jusqu'à la porte, l'ouvrir et m'échapper dans la nuit. J'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie, dans les rues sombres et silencieuses de cette ville qui avait été ma prison pendant 15 ans. J'ai couru jusqu'à la maison de Sophie, frappant désespérément à la porte, regardant par-dessus mon épaule à chaque seconde, craignant de voir Philippe surgir dans l'obscurité. Sophie a ouvert la porte, a vu mon état, cheveux ébouriffés, larmes sur le visage, la valise serrée contre ma poitrine et a immédiatement compris. « Il sait », ai-je réussi à dire entre les sanglots. « Il sait que nous avons tout découvert et Sophie, il a avoué,
Il a tué Marie-Hélène. Cette nuit-là, chez Sophie, fut la première en de nombreuses années où j'ai dormi sans peur. Ce n'était pas un sommeil tranquille. Des cauchemars me réveillaient toutes les quelques heures, mais c'était un sommeil sans Philippe à mes côtés, sans la menace constante de ce qu'il pourrait faire pendant que j'étais vulnérable. À l'aube, nous avons décidé qu'il était temps de chercher de l'aide. Nous ne pouvions pas affronter Philippe seul. Il avait des relations, de l'influence, tout un système qui le protégeait. Nous avions besoin des autorités. « Allons au commissariat », dis-je à Sophie, rassemblant les preuves que nous avions réunies. « Avec tout cela, ils devront nous écouter. » Naïveté de ma part. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Le commissariat de Lyon était un vieux bâtiment aux murs écaillés et aux ventilateurs qui tournaient paresseusement au plafond. Le commissaire Dubois était un homme d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants aux tempes et une moustache épaisse. Il connaissait Philippe du Rotary Club local. Ils jouaient à la pétanque ensemble le dimanche. « Alors, Madame Dumont, vous me dites que votre mari, un homme respecté dans cette ville, employé exemplaire de la Banque de France depuis 17 ans, vole de l'argent et, comment disiez-vous, vous drogue pendant la nuit ?» Son ton montrait clairement qu'il ne croyait pas un seul mot. Ses yeux allaient de moi à Sophie, comme si nous faisions une sorte de farce. « J'ai des preuves », ai-je insisté en ouvrant la valise. « Des photos, des documents, l'argent que nous avons trouvé enterré dans notre jardin. » J'ai commencé à étaler les preuves sur sa table, les photographies de Sophie montrant Philippe me portant inconsciente, les documents avec mes signatures forgées, les coupures de journal sur Marie-Hélène. Le commissaire a pris une des photos, l'a regardée sans grand intérêt. « Ça ne prouve rien. Cela pourrait être n'importe quoi. Monsieur Philippe vous ramenant au lit après un épisode de somnambulisme, comme il l'a expliqué tant de fois. Mais l'argent, nous avons trouvé plus de 180 000 francs cachés dans notre maison. Et madame peut prouver que cet argent a été volé? Avez-vous un document de la banque confirmant des détournements de cette valeur exacte? Il savait que je n'en avais pas. Et cette histoire de première épouse, madame, comment s'appelait-elle déjà? Marie-Hélène. C'est ça, Marie-Hélène. Vous suggérez, sur la base de coupures de journal de 16 ans, que votre mari a assassiné sa première épouse. C'est une accusation très grave, Madame Dumont. J'ai senti mon visage brûler de frustration et de colère. Il a avoué hier soir quand je l'ai confronté. Avez-vous cet aveu enregistré? Un témoin autre que votre sœur? Encore une fois, il connaissait la réponse. Écoutez, Madame Dumont, je vais être franc avec vous. Ce que j'ai ici, ce sont des accusations très graves, sans preuves concrètes. Ce que j'ai de l'autre côté, c'est votre dossier médical documenté par le docteur Martin sur 15 ans, montrant une progression de troubles mentaux. J'ai le témoignage d'un mari dévoué qui s'occupe de vous, malgré tous ses problèmes. J'ai la parole d'un citoyen respecté contre celle d'une dame avec tout le respect, avec des problèmes psychologiques documentés. Des larmes de colère et de frustration coulaient sur mon visage. C'était 1983, et la parole d'une femme, surtout une étiquetée comme mentalement instable, valait très peu contre celle d'un homme établi, respecté. Sophie, toujours plus courageuse que moi, a frappé sur la table du commissaire. Nous parlons de vol, de falsification et de tentative d'assassinat. Et vous n'allez rien faire, même pas enquêter. Le commissaire a soupiré comme si nous exigions trop de son précieux temps. Écoutez, pour calmer les esprits, je peux envoyer une voiture de police chez madame, jeter un coup d'œil général. Mais je vous préviens, sans mandat de perquisition, nous ne pouvons pas retourner la propriété à la recherche de coffres enterrés ou quoi que ce soit. C'était le maximum que nous avons pu obtenir. Une vague promesse que quelqu'un irait jeter un coup d'œil. Nous sommes sortis du commissariat des fêtes, sachant que le commissaire appellerait probablement Philippe dès notre départ, l'alertant de nos accusations. En effet, quand la voiture de police est finalement apparue devant la maison de Sophie, des heures plus tard, elle a trouvé Philippe qui nous y attendait avec le docteur Martin à sa disposition. « Ma femme est en train de faire une crise nerveuse, commissaire », expliqua Philippe, la voix chargée d'une fausse inquiétude. Le docteur Martin m'avait déjà averti de la possibilité d'épisodes psychotiques, d'hallucinations, d'idées paranoïaques, tout fait partie de son tableau clinique. Le docteur Martin a confirmé avec son autorité médicale, montrant des rapports et des ordonnances, tous soigneusement forgés au fil des ans pour ce moment précis.
En quelques minutes, je suis passée de victime à épouse perturbée, nécessitant un traitement urgent. Nous allons l'emmener à l'hôpital psychiatrique régional, suggéra le docteur Martin. Là, elle recevra les soins nécessaires. Hôpital psychiatrique. À cette époque, ces endroits étaient de véritables dépôts de personnes. Les gens y entraient et en sortaient rarement. Des traitements comme l'électrochoc étaient encore courants. Si j'étais internée, ce serait ma fin. Elle ne va nulle part. Sophie s'est placée entre moi et eux. Ma sœur est lucide et dit la vérité. Si vous n'allez pas enquêter sur ces accusations, au moins vous n'allez pas la traîner dans un asile. La tension dans le petit salon de Sophie était palpable. Philippe, réalisant que ce ne serait pas aussi facile qu'il l'imaginait, a changé de tactique. « Peut-être as-tu raison, Sophie. Peut-être qu'un hôpital est trop drastique en ce moment. Elisabeth peut rester ici avec toi quelques jours pour se calmer. Le docteur Martin peut venir l'examiner quotidiennement. Qu'en pensez-vous » Cela semblait être une concession, une offre de paix, mais je connaissais Philippe trop bien après tant d'années. Il gagnait juste du temps, planifiant son prochain mouvement. Le commissaire, heureux de cette apparente solution conciliatrice, a déclaré l'affaire close pour le moment. Philippe et le docteur Martin sont partis, non sans que Philippe me lance un regard qui disait clairement « Ce n'est pas fini ». Dans les semaines suivantes, Sophie et moi avons vécu dans un état d'alerte constant. Philippe appelait quotidiennement, feignant l'inquiétude, demandant quand je rentrerais à la maison. Le docteur Martin apparaissait tous les 2 jours, insistant pour m'examiner et me prescrire plus de médicaments que je faisais semblant de prendre et que je jetais dès qu'il partait. Un après-midi, environ 1 mois après ma fuite, nous avons reçu une visite inattendue. Un homme d'âge moyen, cheveux déjà clairsemés, costume élimé, s'est présenté comme Claude Mercier, expert criminel à la retraite. « Excusez l'intrusion », a-t-il dit, debout sur le seuil de la porte. « J'ai su par un ami au commissariat votre histoire. Elle m'a intrigué. J'ai eu une sœur qui a vécu quelque chose de similaire. Personne ne l'a cru non plus. J'ai pensé que je pourrais peut-être vous aider. » Hésitante, nous l'avons laissé entrer. Claude a examiné nos preuves avec des yeux entraînés par des décennies d'expérience. En voyant une des photos qui montrait Philippe tenant un flacon près de mon nez, il s'est arrêté, fronçant les sourcils. « Est-ce ce que je pense ?»« Nous pensons que c'est de l'éther, » Sophie a expliqué. « À cause de l'odeur forte, de l'effet qu'il provoque. »« Éther éthylique », acquiesça Claude, agrandissant la photo avec une petite loupe qu'il sortit de sa poche. Je reconnais la forme du flacon. C'était très utilisé dans les hôpitaux jusqu'à récemment. À dose contrôlée, il provoque un état de semi-conscience. La personne devient suggestible, capable de suivre des ordres simples, mais sans former de souvenirs conscients de l'événement. C'est exactement ce que Philippe me faisait. Claude a continué à examiner les preuves, regarder avec un intérêt particulier les documents portant mes signatures. Ces signatures, il y a quelque chose d'étrange en elles. Regardez les traits tremblants, la pression irrégulière du stylo. Ce ne sont pas des falsifications, ce sont vraiment vos signatures, mais faites sous une sorte d'influence chimique. N'importe quel expert en graphologie décent le remarquerait. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une étincelle d'espoir. Claude était un professionnel expérimenté, quelqu'un qui connaissait le système de l'intérieur. S'il nous croyait, peut-être que d'autres nous croiraient aussi. « Que pouvons-nous faire ?» ai-je demandé. « La police ne nous prend pas au sérieux. » Claude réfléchit un moment. « Vous avez mentionné que vous avez trouvé de l'argent enterré dans le jardin. Pouvez-vous me montrer exactement où ?» Le jour suivant, nous avons amené Claude à notre ancienne maison. Philippe était au travail. Grâce au système de surveillance improvisé que nous avions mis en place, nous connaissions ses horaires avec précision. Avec un détecteur de métaux emprunté à un ami, Claude a commencé à parcourir le jardin. Il n'a pas fallu longtemps pour confirmer l'emplacement des coffres que nous connaissions déjà et certains que nous n'avions pas découverts. Claude a tout documenté méticuleusement, prenant des photos, faisant des notes. En tant qu'expert criminel, il savait exactement quoi chercher et comment documenter de manière à ce que ce soit accepté comme preuve. « Nous avons besoin de plus », a-t-il dit. Quelque chose qui relie directement Philippe au vol à la banque. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu dans le bureau de Philippe, mais auquel je n'avais pas accordé d'importance à l'époque.
Les reçus de dépôt. Philippe gardait toujours des reçus de dépôt bancaires dans un dossier bleu dans son bureau. C'étaient de petites sommes déposées régulièrement dans différentes agences. Claude a acquiescé avec enthousiasme. Si nous pouvons obtenir ces reçus, nous pouvons suivre l'argent, établir un modèle qui coïncide avec les jours où il travaillait pendant le service de nuit avec accès au sac. Nous avons risqué d'entrer dans le bureau. Le dossier bleu était là, exactement où je m'en souvenais. À l'intérieur, des centaines de reçus de dépôt organisés par date, de petites sommes, jamais plus de 1000 francs à la fois, déposés dans différentes agences de la Banque de France dans la région, toutes coïncidant avec les dates des épisodes documentés dans le faux dossier médical. Avec ces nouvelles preuves, Claude nous a aidés à monter un dossier complet. Nous ne l'avons pas apporté au commissariat local, où Philippe avait de l'influence. À la place, Claude a utilisé ses contacts pour présenter l'affaire directement à la direction de la police judiciaire à Paris, qui avait juridiction sur les crimes contre les institutions financières fédérales, comme la Banque de France. L'enquête a commencé discrètement. Des agents fédéraux ont révisé les registres financiers de la banque, les comparant aux reçus de dépôt et aux dates des épisodes. Ils ont interrogé des employés, révisé les systèmes de sécurité, examiné les coffres trouvés dans notre jardin, maintenant préservés comme preuve. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était Claude, la voix excitée. Ils ont trouvé les divergences. Les jours où Philippe travaillait pendant le service de nuit, il y avait toujours de petites différences entre la valeur enregistrée à l'entrée des sacs et celle comptabilisée le lendemain matin. Des différences trop petites pour susciter des soupçons isolément, mais qui, additionnées sur 15 ans, la banque ne l'a jamais remarqué. Des systèmes différents de comptabilité. L'enregistrement nocturne était manuel, fait par les agents de sécurité, celui du matin par le caissier en chef. De petites divergences étaient attribuées à des erreurs humaines. Philippe était intelligent, il n'a jamais pris assez pour déclencher des alarmes. Plus de preuves sont apparues. Un employé de la banque a révélé que Philippe s'offrait fréquemment pour faire des services supplémentaires quand arrivaient de gros sacs. L'installation récente des ordinateurs IBM avait créé un système de comptabilité plus précis qui commençait à détecter des modèles dans les divergences, probablement ce qui avait rendu Philippe nerveux dans ces derniers jours avant ma fuite. Et puis le coup final, des examens toxicologiques. Avec l'enquête fédérale en cours, nous avons obtenu l'autorisation de réaliser des examens plus sophistiqués. Des échantillons de mes cheveux, envoyés à un laboratoire spécialisé à Paris, ont révélé la présence d'éther et de barbiturique à des niveaux compatibles avec un usage prolongé. Le même laboratoire a analysé des échantillons préservés de l'autopsie de Marie-Hélène, trouvant des modèles similaires, mais à des concentrations beaucoup plus élevées, létales. Le 17 août 1983, des policiers fédéraux ont arrêté Philippe à la sortie de la banque. Les accusations, vol qualifié, falsification de documents, administration de substances nocives, séquestration, association de malfaiteurs avec le docteur Martin et homicide qualifié dans le cas de Marie-Hélène. Le docteur Martin a été arrêté le jour suivant. La ville entière était sous le choc. Comment cet homme si respecté, si normal, avait-il pu commettre des crimes si horribles? Le commissaire local, honteux d'avoir ignoré mes accusations, est venu personnellement s'excuser. Pendant les enquêtes, nous avons découvert plus de détails troublants. Philippe avait utilisé le même stratagème à Marseille avec Marie-Hélène, mais quelque chose s'était mal passé. Peut-être avait-elle résisté, menacée de le dénoncer. La dose de barbiturique dans son dernier épisode avait été suffisante pour arrêter son cœur. Philippe a été jugé et condamné à 18 ans de prison. Il en a purgé 12 et est sorti pour bonne conduite. Les lois étaient différentes à cette époque. Le docteur Martin a pris 5 ans pour faux en écriture et exercice contraires à l'éthique de la médecine. Quant à moi, il m'a fallu des années pour me rétablir complètement. Le trauma d'avoir été manipulé pendant si longtemps, d'avoir eu ma santé mentale remise en question, d'avoir presque été interné dans un asile, cela ne se surmonte pas du jour au lendemain. Avec autorisation judiciaire, j'ai reçu une indemnité de 50 000 francs, une partie de l'argent récupéré des vols. Ce n'était pas beaucoup, considérant les 15 années d'abus, mais c'était suffisant pour recommencer. Quand vous passez 15 ans à être convaincu que vous êtes folle, la liberté n'apporte pas un soulagement immédiat. La peur, la méfiance, les séquelles psychologiques, elles restent longtemps après que les menottes tombent.
Dans les premiers mois après l'arrestation de Philippe, j'avais du mal à dormir. Je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, vérifiant automatiquement mes pieds à la recherche de terre. Même en sachant que j'étais en sécurité dans la maison de Sophie, je fermais la porte de la chambre à clé de l'intérieur, je cachais la clé sous l'oreiller. Les cauchemars étaient constants. Je rêvais de Philippe entrant silencieusement dans la chambre, un chiffon imbibé d'éther à la main, ce sourire froid sur les lèvres, ou alors je me voyais creuser désespérément, les ongles se cassant dans la terre dure, sans savoir ce que je cherchais, ressentant juste une urgence terrible de continuer à creuser. En 1984, quelques mois après le procès, j'ai cherché de l'aide professionnelle. Ce ne fut pas facile. Après ce que j'avais vécu avec le docteur Martin, la méfiance envers les médecins était devenue presque instinctive. Mais j'ai trouvé la docteure Lucie, une psychiatre qui avait travaillé avec des victimes de torture pendant les années de tension politique. Elle comprenait le trauma, la peur, comment c'est d'avoir sa réalité déformée par quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Ce que Philippe vous a fait, Elisabeth, est une forme de torture psychologique appelée gaslighting, m'a-t-elle expliqué lors de la première séance. Il vous a systématiquement fait douter de votre propre santé mentale, de votre mémoire, de votre perception de la réalité. C'est une des formes les plus cruelles d'abus, car elle attaque le noyau de votre identité. Pour la première fois, ce que j'avais vécu avait un nom. Ce n'était pas juste un mari manipulateur. C'était tout un système d'abus psychologiques méticuleusement planifié et exécuté au fil des années. Savoir cela, comprendre le mécanisme derrière ce qui m'était arrivé, fut la première étape de ma guérison. Les séances avec la Dré Lucie ont continué pendant des années. Ce fut un processus lent et douloureux de reconstruction de mon identité, de réapprendre à me faire confiance, à mes sens, à mes perceptions, de récupérer l'autonomie que Philippe m'avait volée en même temps que ma santé mentale. Pendant ce temps, l'argent de l'indemnisation restait intouché sur mon compte bancaire. Je ne savais pas quoi en faire. J'avais l'impression qu'il était souillé, comme s'il portait l'énergie de ces années de terreur. C'est Sophie qui a eu l'idée un soir où nous discutions de mon avenir. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour aider d'autres femmes comme toi? Des femmes qui sont maltraitées, manipulées, qui n'ont nulle part où aller? Cette suggestion a planté une graine dans mon esprit. J'ai commencé à me renseigner, à visiter des organisations qui travaillaient avec des femmes victimes de violences. J'ai découvert que mon cas, bien qu'extrême, n'était pas isolé. Il y avait des milliers de femmes dans des situations abusives, prisonnières de relations destructrices, sans issue, sans soutien. En 1986, 3 ans après ma fuite, j'ai inauguré la Maison Elisabeth, un petit refuge pour femmes en situation de violence domestique. Nous avons commencé modestement dans une maison louée avec seulement 4 chambres. Moi, Sophie et 2 bénévoles. Le premier mois, nous avons accueilli 2 femmes et leurs enfants. L'une d'elles, Martine, avait fui son mari après des années d'agression physique. L'autre, Jeanne, vivait une situation effrayamment semblable à la mienne. Un mari contrôlant qui la persuadait qu'elle était mentalement malade, qui lui administrait des médicaments psychiatriques à son insu, qui l'isolait de sa famille et de ses amis. « Comment avez-vous su que vous n'étiez pas folle ?» Jeanne m'a demandé un soir, les mains tremblant autour d'une tasse de thé. « Comment avez-vous réussi à croire en vous-même quand tout le monde disait le contraire ?» C'était une question qui m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Comment ai-je su? La vérité, c'est que pendant longtemps, je ne savais pas. J'ai cru en lui, j'ai douté de moi-même, j'ai accepté l'étiquette de malade mental que lui et le docteur Martin m'avaient collée. Ce n'est que lorsque Sophie a vu, quand j'ai eu des preuves concrètes de ce qui se passait, que j'ai finalement pu faire confiance à ma propre perception. C'est un processus, ai-je répondu honnêtement. Ça commence par de petites choses. On remarque des contradictions dans ce qu'il dit. On perçoit des schémas étranges. Notre corps sent que quelque chose ne va pas, même quand notre esprit doute. Et puis, un jour, on trouve le courage de poser des questions, d'enquêter, de chercher de l'aide, comme vous le faites maintenant. Jeanne a pleuré cette nuit-là. Pleuré comme quelqu'un qui trouve enfin la permission de ressentir sa propre douleur. Je suis resté à ses côtés, tenant sa main, reconnaissant dans cette femme brisée la personne que j'avais été des années auparavant. Nous avons rapidement réalisé qu'abriter simplement ces femmes n'était pas suffisant.
Elles avaient besoin de soutien psychologique, de conseils juridiques, de qualifications professionnelles pour acquérir une indépendance financière. Peu à peu, nous avons élargi nos services. J'ai invité la Dreux Lucie à offrir des thérapies gratuites. Un avocat bénévole venait une fois par semaine. Nous avons organisé des cours professionnels de couture, de cuisine, d'artisanat, les compétences valorisées pour les femmes à cette époque. En 1990, 7 ans après l'arrestation de Philippe, j'ai reçu une notification judiciaire. Il demandait une libération conditionnelle pour bonne conduite. La peur que j'ai ressentie était physique, viscérale, comme un poing glacé serrant mon estomac. L'idée qu'il pourrait être libre, pourrait me retrouver, pourrait terminer ce qu'il avait commencé. Sophie, toujours mon pilier de force, m'a accompagnée à l'audience. Philippe était différent, plus maigre, les cheveux gris, quelque chose de vaincu dans sa posture. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai reconnu ces mêmes yeux calculateurs, cette même froideur. Il n'avait pas changé, il avait juste appris à mieux cacher le monstre intérieur. Heureusement, le juge a refusé la libération conditionnelle cette année-là, citant la gravité des crimes. Mais 3 ans plus tard, en 1993, Philippe a finalement obtenu sa liberté. Les lois de l'époque permettaient la réduction de peine pour bonne conduite, même pour des crimes odieux comme les siens. Une ordonnance restrictive a été émise, lui interdisant de s'approcher de moi ou de la maison Élisabeth. Néanmoins, j'ai engagé un agent de sécurité pour le refuge et installé un système d'alarme chez moi. Pendant des mois, je regardais constamment par-dessus mon épaule, vérifiais les serrures 3, 4 fois avant de dormir. La peur ancienne était revenue avec des griffes encore plus acérées. Mais Philippe n'est jamais apparu. J'ai appris, par l'intermédiaire de connaissances, qu'il avait déménagé dans le sud après sa libération. Des années plus tard, en 1998, nous avons reçu la nouvelle qu'il était décédé d'une crise cardiaque. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de vide. Il n'y avait pas de vengeance ou de satisfaction dans sa mort, juste la fin d'un chapitre sombre de ma vie. Pendant ce temps, la maison Élisabeth continuait à se développer. En 1995, nous avons pu acheter l'immeuble où nous fonctionnions, grâce à des dons et à un financement spécial du gouvernement pour les organisations sociales. Nous avons agrandi jusqu'à 12 chambres, pouvant héberger jusqu'à 20 femmes et leurs enfants simultanément. Nous avons embauché une assistante sociale, une psychologue à temps plein, une avocate. Nous avons monté une petite bibliothèque, une salle d'ordinateur, une aire de jeu pour les enfants. Plus importante que la structure physique était le travail que nous faisions. Chaque femme qui passait par la maison Élisabeth recevait non seulement un toit temporaire, mais un plan personnalisé de rétablissement et d'indépendance. Nous travaillions sur l'estime de soi, l'autonomie, la reconstruction de l'identité après l'abus. Nous enseignions les différents types de violences, pas seulement la physique, mais la psychologique, la patrimoniale, la morale. Nous aidions à identifier les signes précoces des relations abusives. « Vous avez sauvé ma vie », m'a dit un jour Thérèse, qui était arrivée au refuge avec le visage défiguré par des brûlures de cigarettes et d'acide que son mari lui avait jetées. Non seulement en me donnant un endroit où rester, mais en me faisant croire que je mérite une vie différente. Des paroles comme celle-ci rendaient tout valable. Le traumatisme, la douleur, le travail acharné, les nuits sans dormir. J'avais transformé ma souffrance en mission. La prison que Philippe avait construite pour moi était devenue la base pour la libération de centaines d'autres femmes. Au fil des ans, la maison Élisabeth est devenue une référence nationale dans l'accueil et le soutien aux victimes de violences domestiques. Nous avons été pionnières dans de nombreuses pratiques qui ont ensuite été adoptées par d'autres refuges. Nous avons créé l'un des premiers programmes spécifiques pour les femmes victimes d'abus psychologiques et de gaslighting, basé sur ma propre expérience et les connaissances de la Dreux Lucie. En 2006, j'ai été invitée à participer aux discussions qui mèneraient à la création de la loi sur les violences conjugales. J'ai apporté avec moi les voix de toutes les femmes qui étaient nées passées par la maison Élisabeth, leurs histoires, leurs besoins. Ce fut émouvant de voir cette loi être adoptée, de savoir qu'il existait enfin un instrument légal spécifique pour protéger les femmes en situation de violence. En 2013, à 68 ans, j'ai commencé à réduire ma participation directe à l'administration du refuge, transmettant la responsabilité à une équipe jeune et compétente, beaucoup d'entre elles étant d'anciennes résidentes de la maison,
qui avait fait des études et était revenu travailler avec nous. Ce ne fut pas une retraite complète. J'ai continué à être impliquée en tant que conseillère, participant à des événements, donnant des conférences dans les écoles et les universités sur la violence domestique et la manipulation psychologique. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et je vois un parcours incroyable de la jeune innocente que j'étais en 1968, à la femme brisée de 1983, à la fondatrice et directrice d'une organisation qui a déjà accueilli plus de 2000 femmes en 4 décennies. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire de douleur, oui, mais aussi de résilience, de transformation, de mission trouvée au milieu de la souffrance. Le traumatisme ne disparaît jamais complètement. Encore aujourd'hui, parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je vérifie automatiquement mes pieds. J'ai encore des jours où je doute de mes propres perceptions, où j'ai besoin de confirmation externe pour faire confiance à mes sens. J'évite encore l'odeur d'éther ou de substances similaires qui me causent des flashbacks immédiats. Mais ce ne sont que des cicatrices, des marques de blessures qui, bien qu'elles ne disparaissent jamais complètement, ne saignent plus. Elles ne définissent pas qui je suis aujourd'hui. Ce ne sont que des rappels de ce que j'ai survécu, de ma force. Si vous regardez cette vidéo et vivez une situation similaire, si quelqu'un vous fait remettre en question votre santé mentale, votre mémoire, votre perception de la réalité, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a de l'aide disponible, que vous méritez d'être cru, soutenu, protégé. J'ai passé 15 ans à me réveiller avec de la terre sur mes pieds, croyant que je devenais folle. La terre était réelle, mais la folie n'a jamais été en moi. Elle était dans la manipulation, dans l'abus, dans le système qui a permis à un homme comme Philippe de contrôler et de détruire la vie de 2 femmes avant que quelqu'un ne l'arrête. Si vous vivez quelque chose d'étrange que vous ne pouvez pas expliquer, quelque chose qui vous fait douter de vous-même, n'ignorez pas ce sentiment. Parlez à quelqu'un de confiance, cherchez de l'aide, documentez, observez les schémas, faites confiance à votre instinct. Parfois, la vérité la plus terrible est enterrée juste sous nos pieds, attendant d'être découverte. Et quand vous trouvez enfin cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, c'est aussi le premier pas vers la libération. Mon histoire est une histoire de douleur, oui, de manipulation, d'abus, de terreur, mais c'est aussi une histoire de survie, de justice obtenue, de mission trouvée. Et si moi, une jeune femme sans ressources, sans connaissances, prisonnière dans une petite ville des années 70 et 80, j'ai pu me libérer et reconstruire ma vie, vous le pouvez aussi. La terre sur mes pieds, tous les matins, était réelle. Mais plus réelle encore était la force que j'ai découverte en moi pour finalement creuser mon chemin vers la liberté. Et à vous qui m'avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup pour votre attention, pour votre temps, pour avoir écouté mon histoire. Si vous connaissez une femme dans une situation similaire, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour commencer notre voyage vers la libération, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls, que d'autres ont traversé la même chose et ont survécu. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires de vie. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus ému ou quelles leçons vous tirez de mon parcours. Vos mots signifient beaucoup pour cette grand-mère qui a appris que partager nos douleurs est aussi une forme de guérison. À la prochaine vidéo.